se souvient des expériences de Milgram? Vous vous souvenez des expériences de Milgram? Il y a deux personnes, c'est soi-disant une expérience sur l'apprentissage par la douleur. Il y a quelqu'un qui est dans un siège et le sujet de l'expérience est un tableau de commande et pose des questions, et quand l'autre a la mauvaise réponse, on lui donne des chocs. Donc ça vous dit rien, c'est une expérience très très célèbre qui est très frappante, parce que sous l'autorité de l'expérimentateur, enfin qui se présente comme un scientifique, n'importe qui se trouve en train de donner des chocs de plus en plus forts. Et vous avez jamais regardé les films ou à quel moment est-ce que vous dites c'est insoutenable, vous? Je me souviens c'est un vieux film, mais il y a prescription, donc c'est au siècle dernier, mais ils ont repris ça dans Icomcar avec Yves Montand. Et il y a un moment donné où il se lève en disant on arrête, c'est pas possible. Et là, le type à côté de lui dit vous avez attendu tel niveau de choc pour réagir. Alors je vais vous faire une confession, je vous en reparle parce que moi je suis dans la même situation. En 1999, je me souviens très clairement d'avoir lu le bouquin Natural Capitalism. Et ça m'avait frappé parce qu'à l'époque là, j'étais en pleine réflexion, j'étais en train d'accepter que j'avais échoué en tant que consultant, qu'il fallait faire autre chose. J'étais en train de me décider ça faisait 7 ans que je regardais le ligne, mais de vraiment me mettre dedans, parce qu'à un moment donné, au lieu de piquer les idées de tout le monde et d'essayer d'en faire une synthèse qu'on m'avait appris, j'avais quand même j'ai quand même publié quelques bouquins de management à cette époque-là, donc j'étais en train de me dire que c'était pas ça le débat. Le débat, c'était de participer à quelque chose de plus grand. Enfin, j'étais en pleine réflexion. Et je lis ce bouquin, et dans ce bouquin, il y a très clairement les auteurs donc, de Natural Capitalism, qui sont les premiers qui ont ouvert ces portes qu'on voit maintenant, sur comment intégrer le cycle naturel et le cycle industriel, font un chapitre entier sur Taishi Ohno. Alors, vraiment, bon, à l'époque, c'était pas comme maintenant, il y avait beaucoup moins de gens qui en avaient entendu parler. Et en fait, ce qu'ils avaient vu, c'est qu'il n'y avait que dans le Lean qu'il y avait une méthode qui pouvait nous permettre d'appréhender les problèmes qu'on a au niveau environnemental. Parce que le Lean est la seule méthode qui ne cherche pas toujours la nouvelle pratique ou la best practice, etc., mais qui nous demande de nous regarder vers ce qu'on fait, nous, de gaspillage, pas le bon terme, mais ce qu'on fait, nous, de crétins. Ce qu'on fait, nous, qui crée des gaspillages. Et alors, j'étais frappé en 99, parce que ce livre-là m'a vraiment beaucoup frappé. Et nous sommes maintenant Donc, c'est comme l'expérience de Milgram. Combien de temps m'a-t-il fallu pour réagir et m'y coller et vous présenter enfin une réflexion sur le Lean et le Green? Ça fait quoi? Ça fait, je ne sais pas compter, ça doit faire 18 ans, quelque chose. C'est affreux en fait, quand on y pense. Donc je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Je suis ravi qu'on ait pu organiser cette journée. Un grand merci à Kelly qui a eu le courage de démarrer le Lean Green Institute il y a 1 ou 2 ans. C'est un énorme morceau dans notre Oshin personnel. C'est comment est-ce qu'on ouvre cette porte du Lean et du Green. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi j'y crois tellement fort. Alors le premier truc, c'est on revient sur l'expérience de Milgram. C'est bon, on y est, c'est fait quoi. On est toujours en train de se dire c'est nos enfants qui se démerderont avec. Non, c'est nos enfants qui en subiront les conséquences parce que c'est fait, on a tapé les bords, c'est fini. C'est tout ce qui va arriver maintenant est écrit. C'est juste ça prend un peu de temps pour qu'on en voit les conséquences, mais je pense qu'on le voit tous les jours maintenant. Alors c'est peut-être parce qu'on ne va pas à l'église assez que Dieu nous punit avec des ouragans. Mais c'est peut-être aussi juste parce que quand on met plus de chaleur dans l'atmosphère, il y a plus d'humidité. Et que quand il y a plus d'humidité, quand elle retombe plus. Donc et là, ce qu'on voit, c'est que sur plein de sujets, on y est. On a passé les limites de ce qu'on peut soutenir. Par contre, c'est compliqué. Alors là, c'est un graphique qui reprend le film de Al Gore, là, Inconvenient Truth. En fait, c'est plus que compliqué, c'est complexe. En fait, c'est les deux. Alors, quelle est la différence entre compliqué et complexe? Je vais y venir. Compliqué, c'est quand on a quelques variables très très difficiles à maîtriser. Complexe, c'est qu'elles ne sont pas très difficiles à maîtriser, mais il y en a partout et elles sont connectées.
C'est deux types de problèmes complètement différents. Et donc on voit tous les facteurs qui nous amènent au problème environnemental, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut agir en appuyant sur un bouton, il y a des boutons partout. Et donc, compliqué. Compliqué, c'est une centrale nucléaire. C'est pas si complexe. Ceci étant, nous, on les rend complexes par nos délires bureaucratiques et nos procédures et tous nos trucs, mais c'est nous qui mettons de la complexité. Le phénomène, par contre, est, comme vous le voyez, compliqué. Il faut maîtriser très profondément, ou des choses où on n'est pas très sûr de notre coup, parce qu'on est aux frontières de la physique et de la chimie et du quantique, mais c'est maîtrisable. Vous me suivez ou pas? C'est très localisé. Donc on a quelques variables qu'il faut vraiment, vraiment comprendre. Et puis après, on a les échanges mondiaux. Alors là, j'ai pris un sujet qui est assez simple, c'est le bois. Donc pour le coup, ça, c'est pas très compliqué, mais qu'est-ce que c'est complexe? C'est-à-dire qu'on est dans des effets systémiques. Regardez la tête des échanges dans le monde sur le bois. Comment voulez-vous agir là-dessus? Puisque essentiellement, ce qu'on a là, c'est le coup du polochon, c'est que dès qu'on serre quelque part, ça va se sortir ailleurs. Donc là, on a un problème complexe. Donc ce qui est frappant dans les problèmes environnementaux, c'est qu'ils sont essentiellement complexes. Nous, la raison pour laquelle on est, et Cradle l'explique très bien, c'est qu'en fait, la révolution industrielle s'est faite par la résolution de problèmes compliqués. On a commencé par automatiser un truc, puis un autre truc, on a découvert un machin, on a fait un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? On a résolu des problèmes qui sont assez compliqués en mettant beaucoup d'efforts de recherche dessus, en craquant le truc. Et au fur et à mesure que le monde se globalisait, ces solutions compliquées se sont inscrites dans des échanges de plus en plus complexes, qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que le vaccin, il faut savoir le faire, mais bon, une fois qu'on sait le faire, ça va. Par contre, les circuits de distribution du vaccin sont extrêmement complexes. Ils ne sont pas très compliqués, mais complexes. Un autre exemple, vous me suivez là-dessus? Vous avez l'air un peu... Un autre exemple là-dessus, c'est par exemple sur l'éducation des gens défavorisés. Très très bon TED Talk, je viens de voir, en disant, bon, il y a des choses. Un, quand on a des gamins défavorisés, il faut savoir leur apprendre des trucs. Ça, c'est compliqué. Mais généralement, quand on trouve un bon prof et qu'on les met dans les bonnes situations, ça se passe bien. En fait, les gamins sont des gamins, quoi. Par contre, leur apprendre à gérer le système, savoir dans quelle classe où aller, par où passer, etc. Tous les passe-droits, je vois les têtes dans la salle, là. Toutes les façons de faire que vous avez tous avec vos gamins, et qu'on a tous, tout le favoritisme implicite du système, qui est juste le savoir-faire de gérer le système, ça c'est complexe. Vous me suivez? Donc on a des problèmes qui sont emmerdants, parce qu'on a les deux. Alors, si on revient à des choses très très concrètes, notre société est une société d'objets. En fait, l'être humain, c'était le bouquin de Vercors sur les animaux dénaturés. L'être humain a cette particularité que l'être humain ne vit que par ses objets. En fait, l'être humain ne se définit que par ses objets. Quoi que vous fassiez dans votre vie, à un moment donné, et je dis bien quoi que vous fassiez dans votre vie, à un moment donné, vous allez le médier par un objet. Toujours. C'est ce qui nous distingue de tous les autres. Donc notre société est une société d'objets. Et avec une particularité, c'est que notre société, c'est une société d'objets de masse. On a explosé le truc. Avant, alors que les objets étaient une rareté, donc effectivement c'était très local, avant qu'il y avait certains qui avaient des objets et pas les autres, maintenant on a fait des trucs incroyables, et ça ne fait qu'accélérer. C'est grosso modo, alors que la répartition des richesses est toujours aussi inégale, en fait, historiquement. Les seuls moments où on arrive à résorber les inégalités, c'est après les grandes catastrophes, ou les guerres, ou les trucs affreux, où les gens se rendent compte que c'est pas plus con d'être un peu solidaire, mais dès qu'on les lâche, ça recommence. Mais alors que la répartition des richesses est extrêmement inégale, la répartition des objets, elle, est de plus en plus égalitaire. Bon, c'est pas tout à fait vrai si je prends les exemples extrêmes, mais Bill Gates va avoir un smartphone qui, en substance, ne fait pas grand-chose de plus que le smartphone du paysan africain. Parce que c'est une société de masse. Vous voyez le truc? Donc nos objets sont partout. Ce que Bill Gates sait faire avec son smartphone, par contre, va être très différent.
Mais l'objet lui-même est la source profonde de démocratisation de la société. Et alors, on le voit maintenant sur les smartphones et tous les objets connectés, mais en fait, ça a commencé très tôt. Pensez à nos grands-parents, pensez aux machines à coups de Singer. Vous vous souvenez, non? C'était des objets différents, c'était de très beaux objets. Pensez dans les films des années 30 aux États-Unis, les premières machines à laver la vaisselle. Donc ces objets nous libèrent. Ces objets ont des conséquences sociales, parce qu'à chaque fois que ça nous libère, ça fait aussi que quelqu'un perd son job, puisque quelqu'un peut se permettre d'avoir de la vaisselle propre, mais quelqu'un n'emploie plus quelqu'un aussi. C'est très compliqué. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'échappatoire au fait que notre société, on ne peut pas voir notre société hors de son matérialisme. Alors je sais, il y a des gens qui voudraient qu'on imagine notre société hors de son matérialisme, mais oui, bon d'accord, c'est la planète des singes, quoi. Le matérialisme de notre société est beaucoup plus profondément ancré dans ce qu'est notre société qu'on ne pense. On ne peut pas le refuser. Et alors du coup, on revient donc au problème de la complexité, c'est que ça nous amène à des chaînes de la valeur extrêmement complexes. Donc donc vous voyez une voiture, 30 000 pièces, et 30 000 pièces qui sont fabriquées à peu près n'importe où. Alors l'impact sur l'environnement de ces trucs-là, c'est absolument frappant. Parce qu'on revient sur le problème compliqué et le problème complexe. On est en train de remarier les deux choses. Donc chacun des objets qu'on manipule, tout, a sans doute fait 3 fois le tour du monde. Puisqu'on a compris qu'on allait diviser les bouts, qu'on allait trouver l'endroit qui coûte le moins cher pour fabriquer un truc, puisqu'on, comme on le sait dans l'écologie, on ne tient pas compte du coût environnemental. Tu peux m'aider sur le timing? Il n'y a pas de montre dans le... Ah, c'est toi le timer. Okay. Et si on regarde ça, alors ça devient très intéressant du point de vue du Lean, parce que ce qu'il faut voir, ça c'est ma voiture, j'en suis très fier, donc c'est une Prius qui se branche à la prise. Happy about it? This is my car, this is what I drive. C'est qu'on ne peut pas séparer l'objet qu'on a dans les mains du cycle de production de cet objet. Et ça, c'est le premier truc du Lean, c'est que le Lean vous permet de pas commencer à imaginer qu'on va sauver avec des objets techniques. La Tesla pose des tonnes de questions. C'est génial qu'il y en ait, je suis un fan de Tesla. Mais les questions qui se posent au niveau industriel sont énormes. Parce que ce qu'on voit à partir du moment où on comprend la nature compliquée et complexe du problème, c'est que tant qu'on n'a pas résolu les problèmes que cause le cycle de production d'objets, on ne sort pas des objets qui sont radicalement différents. Le produit, en fait, c'est le process qu'il fabrique. C'est le truc qu'on comprend bien à l'hôpital. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions. Là, merci Kelly, je suis venu en taxi en Mirail. Donc, donc le taxi, évidemment, le taxi en Mirail, le mec, il doit avoir la conversation 15 fois par jour. Et c'est 20 minutes de passer ou 20 minutes qui restent? Et donc, tout le monde lui dit, mais pourquoi il n'y en a pas plus? On devrait faire plus. Alors pourquoi il n'y en a pas plus des Mirail? Bah parce que si nos constructeurs à nous n'avaient pas passé autant de temps à vendre du diesel, peut-être qu'ils seraient en train de faire ça. On n'a pas plus parce qu'il y a des gens... Je suis peut-être un culte, mais je ne sais pas ce que c'est que le Mirail. La Mirail, la Mirail, c'est cette voiture-là, avec un moteur à hydrogène. Oh. Vous êtes de chez Toyota? Ah oui, oui. Non, excusez-moi. C'est une voiture qu'ils ont reconçue complètement différemment. J'étais dedans là tout à l'heure, je roule en Prius. Toujours est-il que c'est une voiture qui roule à l'hydrogène. L'hydrogène a l'avantage que ça produit comme échappement de l'eau. Donc c'est vraiment pour l'instant le produit le plus propre. Alors évidemment, tout le problème est là, c'est que toutes les questions se posent, c'est sur la chaîne de production. Donc c'est des problèmes. Toujours est-il que pourquoi est-ce que les choses ne vont pas plus vite? Alors, il y a deux façons de voir la chose. D'abord, là c'est les comparaisons entre les... Regardez pas, c'est pas important, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui se penchent dessus.
c'est les comparaisons entre le moteur à essence, les moteurs électriques, les moteurs à hydrogène. Vraiment, il y a des gens qui regardent. Donc pourquoi on n'en a pas plus? Parce que d'abord, il y a des gens qui regardent et qui se disent qu'ils n'y arriveront jamais. Donc ils se battent pour vendre des solutions existantes. Le diesel est un scandale. Enfin, mon père était était directeur du produit chez Renault dans les années 70 et il était déjà à fond remonté contre le diesel. Enfin, je veux dire, c'est un scandale qu'on connaît depuis longtemps, mais pourquoi est-ce que les constructeurs français ont continué à défendre le diesel? Ou les Allemands? Parce qu'ils savent le faire, ça ils savent pas le faire. Donc évidemment ils sont français. Mais ce qui est extraordinaire, c'est dans l'autre sens, c'est qu'en fait les solutions existent. C'est que les solutions existent, c'est ça que c'est pas, les gens se disent on n'est pas sur le coup, si on est sur le coup, on est dessus. Enfin il y a des gens qui sont dessus, enfin il y a des gens qui ont produit, là aujourd'hui j'étais dans une voiture qui a été conçue entièrement pour supporter un modèle à hydrogène. Je roule dans une Prius qui est rechargeable à la prise. Le prix des batteries est en train de diminuer bien plus rapidement que tout ce qu'on avait prévu. Ça pose d'autres problèmes, mais ce n'est pas par faute de solution. Donc la partie compliquée du problème, ça on sait la résoudre. Qu'est-ce qu'on ne sait pas résoudre? C'est la partie complexe du problème. Parce que ces solutions, pour qu'elles se construisent, elles ne se construisent jamais d'un coup. Alors oui, c'est ce que Tesla essaie de nous faire croire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Les solutions, quand elles se construisent très très progressivement. Moi, je peux inventer une voiture qui vole, mais je ne sais pas la faire. Donc je peux être aussi créatif que je veux, ça ne sert à rien. Toute la difficulté, c'est, dans un monde complexe, c'est comment est-ce qu'on fait monter en même temps une nouvelle solution et le business model qui va avec. Et de temps en temps, il y a des bascules. Il y a une présentation très marrante qui montre une rue de New York. Je sais pas, c'est Catherine, c'est Marika, je ne sais pas laquelle l'a passé. Une rue de New York en 1907 où il n'y a que des calèches et une voiture. Et 15 ans plus tard, la même rue où il n'y a plus que des voitures et une calèche. Donc quand ça bascule, ça peut basculer très vite. Sauf que très vite, 15 ans, quand même, à l'échelle d'une vie, c'est pas si long. C'est pas si rapide, en fait, nous, on ne le voit pas passer. Et en plus, ça doit monter en parallèle, parce que c'est toute une infrastructure qui doit être faite. Donc toute la difficulté de résoudre par des trucs géniaux technologiques, oui, on en a besoin de la technologie, mais on ne sait pas où aller la chercher. Et toute la difficulté réelle qu'on a, pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 18 ans pour faire cette présentation? C'est parce qu'on ne sait pas où trouver les solutions. Parce qu'en fait, les solutions sont des sommes d'essais. C'est-à-dire qu'on essaie des trucs, et quand on essaie des trucs, il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. Là où Toyota fait un truc très très étonnant, c'est la capacité à essayer des trucs en parallèle. Donc ils ne misent pas tout sur une solution. On les voit, et certainement sur l'énergie, on les voit essayer plusieurs solutions en parallèle, ce qui leur permet d'apprendre justement sur la partie complexe du problème. Mais là, c'est des exemples. Une usine n'est pas juste une usine avec un truc génial dedans. Ça, c'est le rêve de Tesla. Une usine est une autre façon de voir, c'est un ensemble de fois, on va voir le compresseur d'air, des trucs qui n'ont apparemment aucune importance. Vous voyez, je veux dire, des choses qui n'ont pas d'impact sur le problème global. Mais c'est le cumul de ces choses qui n'ont pas d'impact sur le problème. Pareil, quand on regarde sur la voiture, on va aller regarder plein de détails techniques. Des détails qui, apparemment pris seul à seul, n'ont pas d'impact sur le problème global. Si on fait ça plutôt que ça, au final, si on fait son tri chez soi, au final, qu'est-ce que ça a comme impact? Oui, ça a un impact énorme, c'est quoi? Quel est l'impact quand on fait une suite de petites actions qui, premièrement, n'ont pas d'impact? Et alors là, c'est pareil, Pralon nous explique qu'il y a des trucs qui servent à rien, arrêtez. Non, tout sert. Tout sert. Pourquoi? Parce qu'on apprend. Parce qu'en fait, on ne sait pas où sont les solutions. En fait, on apprend, on résout la partie complexe. On apprend, on se familiarise. Vous êtes tous là ici aujourd'hui. C'est pas nous, là, avec nos petits bras, qui allons sauver le monde, mais enfin, c'est plus que zéro. Chacun d'entre vous connaissait 250 personnes. C'est comme ça qu'on le fait. On apprend, on découvre des alliés, on découvre des gens qui font, on apprend. Et la seule façon d'apprendre, alors soit on apprend la partie compliquée, donc on se met à corps perdu, on dédie sa vie à ça, et souvent on se retrouve bien seul.
Comme je disais avec Steve, ça fait 20 ans que je fais du lean, je connais le problème. Soit en fait on a sa vie normale et on commence à s'intéresser à des sujets et on apprend. Et pour apprendre, on comprend que c'est sur un ensemble de petites choses. Et de temps en temps, on tombe sur le jackpot. À force d'apprendre, on comprend. Ça, on ne sait toujours pas le faire. Mais enfin, quand même, si on savait faire des voitures toutes électriques, on passe de 30 000 composants à 3 000 composants. Hein? Ah, une faute de frappe, évidemment. 3 000 composants. 3 000 composants, ça veut dire quoi? Quel est l'impact de passer d'une voiture à 30 000 composants à 3 000 composants? Où est-ce que l'impact va se trouver? Sur la supply chain. On se retrouve là avec des impacts considérables, mais qui ne sont pas nécessairement là où on pense. Donc on vous explique, ouais, mais tu comprends, le moteur électrique, au final, pour faire la batterie. Non, personne ne vous entendait pas ça? Au final, pour faire la batterie, pour traiter la batterie quand elle est usée, tout ça, ouais, tu comprends, au final, ça dépense plus d'énergie quand même, etc. Oui, d'accord, mais si je sais faire ça, sans la faute de frappe, si je sais faire ça, je réduis tellement la complexité du problème que, évidemment, ça va marcher. Vous me suivez ou pas? C'est le lien entre la solution technique et l'impact sur la complexité du problème. Donc ce qu'on cherche, en fait, c'est le jackpot, sauf que le jackpot, on ne sait pas où il est. Et de ce point de vue-là, Toyota reste fascinant. Je reste fasciné par Toyota. J'ai retrouvé ce document qui date des années 80. Et la raison pour laquelle Toyota me fascine... Tiens, pourquoi est-ce que Toyota est fascinant? Non, vous n'êtes peut-être pas fasciné par Toyota, vous avez le droit d'avoir une vie normale. Non? Qu'est-ce que Toyota a de fascinant? Hein? Ils font ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Oui, c'est vrai. La remise en question. La remise en question de l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? Qu'est-ce que Toyota m'apprend tout le temps? J'ai du mal d'ailleurs. J'ai pas autant de mal à l'apprendre d'ailleurs maintenant que de l'apprendre aux autres, alors ça c'est vraiment encore plus impossible. Conduire différemment. Hein? Conduire différemment. Conduire différemment? Penser différemment. C'est des raisonnements complètement différents. Nous, on raisonne par catégorie. Un tel, il fait partie de telle catégorie, donc il va penser ça. Et on apprend un raisonnement dynamique. Qu'est-ce qui a fait du lean un peu ici? Oui, non. Ouais. Vous vous souvenez de Moura? Donc, la variation dans la charge crée des points de surcharge quand on est en haut ou en bas, qui créent des gaspillages énormes. C'est un raisonnement dynamique. Ce n'est pas un raisonnement par catégorie. C'est quelque chose qui peut se produire n'importe où. Pas dans certaines catégories. C'est une façon de raisonner complètement différente. Et c'est ça qui me fascine chez Toyota, c'est qu'à chaque fois ils me surprennent, parce que je suis élevé comme vous. J'ai été élevé avec des têtes de chapitre et des catégories. Il y a nous contre eux, il y a les mecs qui font du green contre, il y a les gens qui font de l'électrique contre les constructeurs français qui font du diesel, vous voyez ce que je veux dire? Et on pense que les catégories sont stables. En fait, non. Si on est sans arrêt surpris par le monde, c'est que toutes ces catégories ne sont pas stables du tout. Ce sont des gens qui ont des opinions, qui ont des émotions, qui ont des comportements, qui changent d'un moment à l'autre. Et le raisonnement dynamique, on le voit là. Donc voilà ce que ce document nous explique en 1980. Et on est loin encore de la Prius, on est loin encore de se poser ce genre de questions, mais ils ont une vision de la voiture avec un ensemble de points précis où on peut gagner. Enfin, c'est pas tellement qu'on sait si on va gagner, c'est qu'on est en train de bosser dessus. Et la page d'après, ils ont une vision dynamique du procédé avec un ensemble de points précis où ils sont en train de bosser. Ils sont en train de faire le boulot. Si ça se trouve, la découverte qui amène à la Prius, etc., va passer complètement ailleurs. Mais c'est ça où les vieux chez Toyota me surprennent toujours, c'est qu'ils ne pensent pas, nous, en termes de catégorie, en termes de voie, en termes de camembert de là où on va gagner, c'est qu'ils partent d'une vision dynamique qu'ils ont, et comme de l'acupuncture, ils mettent des aiguilles, et ils bossent là-dessus pour infléchir la trajectoire. C'est très très différent. Donc ils ont un modèle de fonctionnement. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le Lean,
c'est que les gars, c'est plus vrai maintenant, les gens chez Toyota, mais les gars qui ont inventé le Lean, à l'époque, c'est eux qui avaient fabriqué la première voiture à partir de zéro. Donc ils savaient comment marchait une voiture. Et qui avaient monté des usines dans des rizières. Donc ils savaient ce que c'est qu'une usine. Donc sachant très bien ce que c'est qu'une voiture et ce que c'est qu'une usine, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'ils ne seraient jamais aussi performants que les Américains. Donc il fallait faire autre chose. C'est comme ça qu'ils sont tombés dans le TPS. Mais on part de gens qui connaissent ça et ça par cœur. Ce qui n'est plus notre cas. Et là, nous, on a des vraies difficultés. Une des grosses difficultés de l'hôpital, c'est qu'il n'y a plus de modèle de ce que c'est qu'un hôpital qui fonctionne, plus personne ne sait. Donc tout le monde éteint des feux dans un système qu'on comprend mal. Donc le premier point de départ de notre investigation, c'est de comprendre déjà l'objet et le processus, et de commencer à mettre des aiguilles pour essayer de voir comment améliorer ça. Alors qu'est-ce que ça donne dans une époque plus moderne? Alors ça, ce sont des gens qui ont un métier vraiment sexy. Ils font de la maintenance de pompe à essence. Comme Green, c'est pas mal. Hein. Par contre, ils ont l'avantage d'être italiens et ils sont extrêmement élégants, très sympathiques, et ils connaissent de très très bons restos. Donc voilà ce qu'on a fait. On est parti sur le même truc. D'abord, on s'est posé la question du cycle entier du travail. Donc là, c'est le slide que vous avez vu avant. C'est le processus, on a été regarder, bon, finalement, le cycle de maintenance, quel est-il? Et puis on a commencé à faire des trucs bêtes. Enfin, quand je dis on, c'est eux. Il y a un moment, il y a un couloir, c'est juste un escalier, c'est fermé avec deux portes, et la réglementation fait qu'il faut qu'il y ait une clim. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Éteindre la clim dans le couloir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de ce niveau-là, quoi. Mais ils en ont fait plein partout. Et comment? Ben, on a une technique qui vient de chez Toyota, ils l'ont fait on a pris des Kaizen en 6 points. Et c'est-à-dire que les Kaizen qui étaient faits pour des tas d'autres raisons, quand ils ont commencé à s'intéresser à ce sujet, ils ont commencé à détourner la méthode Kaizen pour s'intéresser plus spécifiquement à des problèmes d'environnement. Et du coup, comme vous voyez, on commence un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on voit le même schéma, le même processus qu'on a vu là, dans le document des années 80. On a commencé à faire le tour dans l'ensemble du cycle, de trouver des endroits où, si on met une aiguille là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment des sujets, la plupart sont banals. La plupart, quand on dit mais ça va jamais changer le monde, on dit ouais, c'est vrai, ça va jamais changer le monde, mais ça nous permet d'explorer. J'ai parlé pendant 5 minutes ou il me reste 5 minutes? Et ce qui est fascinant dans cette approche, c'est qu'à force de faire ça, on trouve, et on ne trouve pas ce qu'on pensait. Premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit les surfaces de leur centre de 50%. Donc ils ont des centres un peu partout, mais le centre principal qu'ils avaient à Milan, ils ont déménagé de l'autre côté de la rue. Comme c'est un peu la crise en Italie, c'était des années dures, il y avait de la place. Et ils ont pris un bâtiment qui avait 50% de moins de surface et qui leur coûte 3 fois moins cher. Quel est l'impact de ça? Ça a un impact sur quelle dimension du problème? Sur la complexité. On revient sur le truc puisqu'on réduit les surfaces, on réduit tout ce qu'il y a autour. On ne sait pas très bien ce qu'on fait. Mais ça a un impact assez fort. Réduction des interventions sur site, 2%. À nouveau, on se dit que ce n'est pas énorme, mais quand on pense qu'on fait de la maintenance, la réduction d'intervention sur site, c'est une variable extrêmement sticky. Enfin, je veux dire, pour bouger ça, il faut vraiment faire quelque chose. Réduction des retours sur station, c'est-à-dire réduction du fait qu'on retourne sur la station parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, des problèmes de supply chain. Pareil, 10%, c'est pas énorme, enfin si, parce que c'est très dur à faire. Et ce que ça nous a amené à faire, ça, c'est ça. Réduction des kilomètres total faits par les fourgons d'intervention. Et ça, c'est le jackpot. Donc là, à nouveau, vous voyez la méthode. On ne savait pas. En fait, c'est du pur lean. Cette réduction totale du nombre de kilomètres vient d'un truc qu'un mec a découvert. C'est évident après coup, évidemment. C'est que je ne sais pas faire de l'électricité à un mécanicien, vous êtes d'accord? Je suis mécanicien, je ne suis pas électricien.
Je ne sais pas faire de l'électricité, de la mécanique à un électricien. Vous êtes d'accord? Par contre, je sais demander à l'électricien de changer le filtre. C'est-à-dire, je sais faire une action mécanique simple à l'électricien. Je sais y aller au coup par coup. Je sais trouver des opportunités. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'au début, on s'est rendu compte, il y a un type qui a trouvé ça, c'est le gars de Florence, qui est vraiment astucieux. Il a trouvé que, simplement en demandant à ses électriciens de faire une opération de maintenance mécanique, ils pouvaient tout de suite réduire le nombre de fois où ils ouvraient la station. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient un électricien, puis après, ils envoyaient un mécanicien. Une fois qu'ils ont trouvé ça, ils ont commencé à réfléchir. Donc, en fait, là, on se retrouve avec quelque chose qui est potentiellement énorme. Parce que, évidemment, que le plus gros problème environnemental de quelqu'un qui fait de la maintenance de pompe à essence, c'est le transport. C'est un problème. Et là, c'est là qu'on rejoint le fait que le green et la croissance se rejoignent. Parce que c'est aussi ce qui leur coûte le plus cher. Puisque dans l'intervention, c'est là où ils dépensent bêtement, ça fait chier tout le monde, le gars il n'est pas content de sa voiture. Donc si on arrive à réduire le kilométrage, on gagne massivement. À nouveau, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'on a suivi la méthode, on ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'ils vous expliquent tous dans la maintenance? Tout le monde vous explique quoi? Notre métier, c'est d'aller sur site. Donc la réduction des kilométrages, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, si, sauf que c'était pas du tout comme on s'y attendait. Et alors, on est en train de bosser là-dessus avec les Italiens. On revient sur c'était l'article de Steve là, qui était tellement frappant dans Planet Lean. C'est une fois qu'on a fait ce travail, que les chakras sont ouverts, qu'on commence à voir que oui, on peut se donner des grands objectifs. Et c'est très différent de la façon de penser habituelle, de se dire « Oh, j'ai une bonne intention, je me donne des objectifs complètement invraisemblables, que de toute façon, je sais bien, que je n'atteindrai jamais, parce que j'ai beau trouver des innovations incroyables, c'est la complexité du problème qui le rend sticky, c'est le fait que les gens vont juste pas faire ce que je leur demande. Ils vont vivre leur vie. » Mais donc, là, quand on voit les objectifs de Toyota, et Steve va vous en parler, c'est frappant, c'est des objectifs qui sont massifs et qui vont arriver. Mais ce qui est intéressant dans l'expérience dans les pompes à essence, ce n'est qu'une fois qu'on a commencé de voir que c'était possible de décoincer les trucs auxquels on n'avait pas pensé, qu'on s'autorise maintenant à chercher quels seraient les grands objectifs. Et c'est en ça, en revenant sur le bouquin de Hawkins et Lovins, c'est en ça que la méthode Lean est assez unique. Parce que ça sent le cambouis, c'est pas beau, c'est pas structuré, c'est pas par catégorie, c'est pas cartésien, mais en pratique, ça nous permet de faire vraiment les trucs. Au lieu de, en pratique, avoir des objectifs insensés, pour toujours expliquer que c'est pas possible. Le fond du problème, c'est que de plus en plus, nous sommes tous connectés. Alors on le sait bien, on n'en voit pas très bien les conséquences. La conséquence de ça, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et toutes les difficultés avec les méthodes qu'on a à l'heure actuelle pour aborder les problèmes de l'environnement, c'est qu'on comprend bien les méthodes, on va traiter les problèmes compliqués. Je disais un truc extraordinaire maintenant, Lego est devenu net producteur d'électricité. Comment ils ont fait ça? Avec des Lego. Ils ont acheté des champs d'éoliennes dans la mer Baltique. Évidemment, si tu achètes des champs d'éoliennes dans la mer Baltique, tu peux consommer tout ce que tu veux. Pour peu que tu en aies acheté assez, à un moment donné, tu es producteur net. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on sait faire. Ça, notre société sait faire. Aller à la recherche de... Pareil, la Tesla, aller à la recherche de trucs qui sont tellement géniaux que le silver bullet, que ça réduit, ça fait disparaître le problème. D'accord? Sauf que dans les problèmes d'environnement, ça ne suffira jamais. Puisque les problèmes d'environnement étant et compliqués et complexes, on est tous partie prenante. Donc il faut nous trouver quelque chose qui permet d'engager tout le monde. Et c'est bien d'ailleurs la difficulté. Et c'est là où le Lean a une opportunité auquel je crois qui est absolument fabuleuse. C'est que le Lean, oui, il faut du leadership. Oui, mes copains italiens ont fait à partir de ça un système pour essayer de commencer. Oui, ils s'y sont mis à fond, c'est vrai. Mais ce n'est pas eux qui ont les idées, ce sont pas eux qui ont eu les idées qui ont payé. Ce sont leurs gars sur le terrain. Donc ce que ça offre aussi, c'est que ça donne une méthode concrète pour que tout le monde s'y mette. Et donc c'est là qu'il y a un vrai espoir. Le Lean est porteur d'un vrai espoir
On va voir ce que fait Toyota, qui est absolument incroyable, et c'est une histoire qui n'est pas assez racontée, je ne sais pas pourquoi ça n'intéresse personne, mais c'est très très étonnant. C'est-à-dire que la recherche de solutions globales ne se fait pas par aller chercher des innovations sur des problèmes compliqués, où une fois qu'on a craqué le truc, plus personne n'a rien à faire pour ça résout le truc. Ce n'est pas en achetant plus d'éoliennes dans la mer Baltique qu'on résout les problèmes de green de Lego. C'est bien, mais ça ne nous aide pas. Mais c'est par contre, c'est en construisant avec les gens, en leur donnant une méthode pour aller chercher des trucs pas à pas, où on découvre progressivement des solutions dont on n'avait aucune idée, qui permettent de faire bouger le système, non pas par un grand coup de rattrapage, comme on sait très bien faire en France, qui est toujours décevant, mais par l'implication progressive de plein de gens dans des actions simples, qui traitent la partie complexe du problème, pas que la partie compliquée, et qui fait qu'à un moment donné, on a des masses critiques, qui fait que ça décoince et qu'on change le monde. Merci beaucoup.